Haré un poema de la pura nada. No hablará del amor ni de otra gente, sino que fue compuesto durmiendo sobre un caballo. Este breve poema pareciera haber sido escrito por algún escritor vanguardista. ¿Quién lo escribió? ¿Algún poeta del siglo XX? ¿Fue acaso Guillaume Apollinaire? No, fue otro Guillaume. Fue Guillermo de Aquitania. Guillermo de Aquitania fue un gran caballero, un personaje de la leyenda de esa época fascinante que fue el medioevo, un hombre que mezcló la pasión, la fe, la ironía, las cruzadas, el amor, etc. Uno de los personajes de ese tiempo que algunos han caricaturizado como oscuro, pero que en realidad fue un tiempo de pluralidades, de cruces, de pasiones, de amores, de historia. Y para hablar de ese tiempo, está con nosotros aquí en los estudios de Brie-sur-Marne, de Lina, a las afueras de París, en esta grabación especial de Una belleza nueva, Jean Flory. Jean Flory, historiador, medievalista, connotado, nació en Lillebonne en 1936, realizó sus estudios científicos en París antes de dedicarse a la teología y a la historia. Es doctor en Letras y Ciencias Humanas, una tesis dirigida por el gran maestro Georges Duby, director de investigaciones del CNRS y del Centro de Estudios Superiores de la Civilización Medieval. Entre sus libros, muchos de los cuales están en las librerías chilenas afortunadamente, está Pedro el Ermitaño y el origen de las cruzadas, una historia fascinante sobre las cruzadas y sobre este personaje un poco olvidado. La biografía de Aliénor d'Aquitaine, de Leonor de Aquitania, que también está en castellano. El último libro, que está disponible en las librerías aquí en Francia, pero que estará seguramente pronto en español, El Islam y el fin de los tiempos, un libro que toca algunos tópicos actuales, o que cruza tópicos del medioevo con tópicos actuales. Otros libros, por ejemplo, Richard Cœur de Lion, Ricardo Corazón de León, El Rey Caballero, hijo de Aliénor de Aquitania. Guerra Santa, Yihad y Cruzada, violencia y religión en el cristianismo y el islam. La Guerra Santa, la formación de la idea de cruzada en el occidente cristiano. Je ferai un poème de rien, qui ne parlera ni d'amour ni d'autre chose, sino qu'il a été écrit sur un chevaux. C'est ça que disait le poète et chevalier Guillaume d'Aquitaine. Monsieur Flory, merci beaucoup d'être ici à cette émission. J'ai choisi ce morceau du poème de Guillaume d'Aquitaine puisque c'est un personnage absolument fascinant. Et vous-même, vous avez cette capacité, ce don de transmettre la fascination, l'amour pour le Moyen-Âge, dont on va parler maintenant dans cette émission. Merci beaucoup d'être ici. Alors, Monsieur Flory, d'où vient votre passion, votre amour pour le Moyen-Âge? Il vient de très loin. Il a été renforcé en particulier par la fréquentation de Georges Duby, que j'ai connu il y a très longtemps, et qui était, comme vous le savez tous, non seulement un très grand historien, mais un très grand écrivain, oui. Ce qui est rare. On peut être un excellent écrivain sans être historien, et aussi, c'est plus fréquent encore, un très bon historien sans avoir cette fulgurance, ce génie de la phrase qu'avait Georges Duby. Alors évidemment, sa fréquentation n'a fait que renforcer on peut dire une vocation que je tiens depuis très longtemps. C'est une période fascinante, le Moyen-Âge. Non seulement parce que c'est une période cruciale dans la civilisation occidentale, mais aussi, je crois, parce que nous vivons dans une époque où beaucoup de composantes de la mentalité médiévale se retrouvent. Par exemple? Mais par exemple, le retour de la foi, de la superstition, de la croyance, disons, religieuse. Non seulement dans les pays musulmans, ce qui est évident, avec tous les inconvénients qu'un tel fanatisme religieux entraîne, mais aussi dans le monde chrétien. Il y a tout un renouveau disons, charismatique du christianisme qui peut s'expliquer en partie par ce livre
je viens d'écrire sur l'islam et la fin des temps. Je crois que, sans vouloir aucunement faire la publicité de mon livre, mais je crois que les hommes politiques qui ne comprennent pas en Europe particulièrement la mentalité de l'entourage de George Bush, que je ne partage aucunement, hein, je vous le dis tout de suite, mais on peut l'expliquer en grande partie par cette connaissance qui existe encore dans certains milieux fondamentalistes protestants aux États-Unis, des prophéties, peut-être mal interprétées, mais qui quand même ont du poids dans cette mentalité. Alors que dans notre mentalité occidentale, et particulièrement en France, où la religion, depuis très longtemps, est passée au rang d'une curiosité, disons, un peu mondaine, cette ignorance que l'on a de la mentalité apocalyptique, de la mentalité eschatologique, explique très bien pourquoi on ne comprend rien à cette mentalité médiévale. Et cette mentalité eschatologique est d'une part présente aux États-Unis et aussi à l'islam, à l'islamisme. Exactement. Donc quel est le point de contact entre ces deux mentalités? Vous l'avez étudié un peu? Point de contact, je ne dirais pas point de contact, il y a des ressemblances. Des ressemblances, des ressemblances en ce sens qu'ils sont des phénomènes qui répondent aux mêmes besoins, à la même attente. L'eschatologie, au fond, disons les choses clairement, on peut difficilement être chrétien véritable, surtout au Moyen-Âge. À notre époque, c'est différent, mais au Moyen-Âge et dans l'Antiquité, on ne peut pas être chrétien sans attendre le retour du Christ, le royaume des dieux. Au finalement, le credo de Nicée, c'est bien ça, n'est-ce pas? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. Et au retour du Christ à la fin des temps. Donc, qui viendra instaurer sur terre d'abord, et puis ensuite au paradis, disons. Mais la fin des temps était imminente pour les chrétiens. Pour les chrétiens des premiers temps, elle était imminente. Très imminente. Ils pensaient même que ça allait arriver de leur temps, de leur vivant. Et puis ensuite, le temps passant, ils ont pris l'habitude d'étudier davantage les prophéties et de scruter ces prophéties comme étant en quelque sorte des phares chargés d'éclairer la route sur laquelle ils cheminent vers ce lendemain qui chante, vers ce paradis qui est instauré. Et beaucoup de ces prophéties sont liées précisément à l'apparition de l'Antéchrist, personnage final, qui doit lutter contre le Christ à la fin des temps. Et évidemment, cet Antéchrist étant par essence opposé au Christ, il était facile de transposer l'Antéchrist sur l'islam. Qui ont été l'Antéchrist durant... Oh, il y en a eu plein. Quels étaient les plus importants, les Antéchrists? Les plus importants, ce sont des personnes... Je dirais plutôt que de me lancer dans une longue... Il y a eu Néron. Néron. Ah oui, Néron, c'était le premier. Le premier Antéchrist. Ensuite, la plupart des personnages qui tiennent un rôle important dans l'histoire, qui dirigent, qui oppressent souvent, sont assimilés plus ou moins à l'Antéchrist. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est de voir que petit à petit, au cours des millénaires du Moyen-Âge, sont apparus des phénomènes, disons des événements historiques qui semblent préfigurer l'arrivée de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est le personnage final qui doit lutter contre le Christ à Jérusalem. Or, Jérusalem tombe entre les mains des musulmans en 638 et toute la Palestine reste soumise d'abord aux Romains, puis ensuite à partir de 638 par les Arabes. Donc il était naturel de penser, je passe par-dessus des centaines, des siècles d'histoire, mais il était naturel de penser qu'il fallait d'abord que les chrétiens prennent possession de Jérusalem pour que l'Antéchrist vienne les combattre à Jérusalem. D'où l'idée qui est apparue déjà assez tôt au moment où les invasions arabes parviennent, déjà dès le 7e siècle, puis renforcée encore par diverses prophéties non bibliques au cours du 9e siècle, en particulier celle d'Adson de Montier-Randers, qui annonce qu'il y aura un dernier empereur qui viendra à Jérusalem s'emparer du pouvoir et qu'il remettra le pouvoir au Christ revenu sur le mont des Oliviers. Alors paraîtra l'Antéchrist. Alors il était facile de penser que cet obstacle majeur qui s'opposait à la prise de Jérusalem, c'était l'islam. D'où l'idée de mettre l'islam, la lutte contre l'islam, au point de départ de la lutte contre l'Antéchrist. Les chrétiens s'emparent de Jérusalem
mais il n'y a pas le Christ, le Messie n'apparaît pas. Et oui. Donc, ils sont déçus. Qu'est-ce qui se passe ici à ce Alors moment-là? là, vous savez, l'histoire du christianisme est au fond l'histoire d'une longue suite de déceptions, d'attentes et de déceptions, Oui. toujours remises en cause. Il y a plusieurs façons. Quand quelque chose n'arrive pas, surtout d'une chose de cette importance-là, c'est quand même le royaume de Dieu, hein, bon, pour les chrétiens. Oui, Alors, le règne est proche, disait. Le reino de los cielos, oui, le royaume des cieux est proche, disait le Christ. Oui. Et en plus, toutes les prophéties disent bien qu'avant que ce royaume des cieux apparaisse, il faut que s'accomplissent différents phénomènes historiques. Alors, cette proximité, on croit qu'elle est imminente en quelque sorte. Et on est toujours déçu, tout au moins les chrétiens sont toujours déçus, et de deux choses l'une. Ou bien on dit, bon ben voilà, on a cru à tort et on jette tout par-dessus la tête, et on ne croit plus. Ou bien on se dit, nous avons mal interprété les prophéties. D'où un renouveau d'études prophétiques. Une nouvelle herméneutique. Une nouvelle herméneutique, et on reporte l'arrivée de l'Antéchrist à plus tard. Saint Augustin, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ces prophéties? Saint Augustin, justement, se situe à une époque où on commence à se rendre compte que l'attente de la fin des temps ne sera pas aussi imminente qu'on le croit. On a cru pendant un certain temps que les invasions barbares, par exemple, marquaient la fin des temps. Et Saint Augustin, pour lutter contre cette espèce d'attente un peu malsaine, peut-être, dit non, la fin de l'Empire romain, ce n'est pas la fin du monde, d'une part, et d'autre part, le dernier millénaire, ce n'est pas les 1000 ans qui viennent, puisque 1000 ans, pour lui, ça ne veut pas dire 1000 ans. Donc il spiritualise les prophéties, et en les spiritualisant, il évacue un petit peu la signification historisante de la chose. Il évacue même beaucoup. Si bien que pendant des siècles après Saint Augustin, l'interprétation historisante des prophéties est très mal vue, condamnée, jugée plus ou moins hérétique, et elle ne fait que ressurgir avec force au XIIIe siècle. Mais malgré cela, tout au long des temps, et particulièrement à l'époque des croisades, il y a tout de même des témoignages assez frappants de gens, de sources, d'écrits qui montrent qu'on attendait quand même la fin des temps pour bientôt. Et en particulier à l'époque des croisades. Toutes les croisades ont des dimensions eschatologiques, toutes, sauf une. La seconde. Ah, la seconde. Je n'ai pas trouvé dans la seconde croisade le moindre élément eschatologique. Mais toutes les autres en ont. Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison du point de vue... on pourrait dire que nous sommes à la fin d'un nouveau empire romain et au début d'un nouveau Moyen-Âge? Il y a des signes historiques, mais on peut jouer un peu, je sais que ce n'est pas votre travail de faire de la futurologie. Là, je ne me hasarderai pas. Mais on pourrait faire des comparaisons peut-être Non, je ne me hasarderai pas parce que mon opinion à ce moment-là, bon, autant j'ai une certaine qualification dans le domaine du Moyen-Âge puisque je m'en occupe depuis une quarantaine d'années, un peu plus même, mais dans le domaine de l'interprétation des événements contemporains, mon opinion sera l'opinion d'un homme de la rue. Mais une opinion comme homme de la rue, mais un homme de la rue qui a lu du Moyen-Âge, une intuition seulement. Je préfère ne pas me lancer là-dedans, c'est trop spéculatif et finalement ça n'a pas de valeur scientifique, disons. Alors, est-ce que l'histoire est scientifique? Elle devrait l'être. Ça dépend de ce qu'on appelle par science. Si on entend par science une science exacte dans le domaine comme les mathématiques ou la physique, non, évidemment non. Il y a une dimension, l'histoire c'est la science des hommes, c'est l'étude des hommes. Et par conséquent, il y a tout un ensemble d'éléments qui nous échappent. Mais ce que l'on essaye de faire, en tout cas depuis quelques années, depuis le renouveau des sciences historiques en Europe, en France en particulier, mais pas seulement en France, c'est de faire ce qu'on appelle une histoire globale, ce qu'on appelait pendant un certain temps l'histoire des mentalités. J'aimais bien cette expression. Elle est malheureusement combattue. Oui, c'est Duby qui a... Ce n'est pas lui qui a lancé cette idée, c'est un de mes premiers maîtres, Paul Rousset, qui était professeur à Genève, qui était vraiment un pionnier de l'histoire des mentalités. Il a écrit quelques travaux sur la croisade, mais beaucoup d'articles sur la mentalité médiévale, et c'est lui qui m'a donné vraiment l'amour de cette forme d'histoire-là. Ce que je cherche personnellement, ce n'est plus tellement l'histoire événementielle, parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau à découvrir dans le domaine de l'histoire événementielle, c'est plutôt l'interprétation des sources historiques pour voir dans quelle mesure ces sources reflètent la mentalité du temps. Dans quelle mesure elles sont sincères, dans quelle mesure ce n'est pas de la propagande. Dans le dernier livre que je n'ai pas amené ici parce qu'il n'est pas encore publié, il va sortir dans quelques semaines,
je montre que l'une des sources fondamentales de la croisade, qui est celle de Gestad l'anonyme, chevalier, qu'on disait être chevalier de Bohémon, a écrit un récit sur lequel l'historien se fonde comme étant la meilleure source. Or, c'est un récit de propagande. Je peux démontrer d'une manière presque irréfutable que je crois, du moins j'espère, que c'est un récit de propagande qui a eu plusieurs phases, disons, de développement, destinées à enthousiasmer les Français pour une nouvelle croisade qui serait dirigée cette fois non plus pour délivrer Jérusalem, parce que c'est déjà fait, mais pour délivrer quoi? pour lutter contre l'empereur Alexis, contre l'empereur grec Alexis, qui est devenu son ennemi principal. Donc il a complètement gauchi les événements pour de plus en plus faire une caricature d'Alexis et le traiter comme un ennemi. C'est le diable, quoi. C'est un ennemi, l'adversaire. Si on lit beaucoup de livres d'histoire de derniers temps, il y a un certain dédain de l'histoire événementielle, et c'est peut-être dommage. C'est un tort, oui, je crois. Tort. Pourquoi? Et parce qu'on ne peut pas faire d'histoire sans faire d'événementiel. On peut faire de l'histoire bataille, comme on faisait autrefois. Vous savez, l'histoire événementielle qui raconte il y a ça, puis il y a ça, puis il y a un traité, une bataille, etc. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais on ne peut pas s'en abstenir. On peut très bien faire référence à tel ou tel fait important. Il faut le faire. Sinon, l'histoire est en l'air. Mais sans être lié par un récit chronologique des événements purs et simples, il faut quand même replacer chaque événement, chaque fait historique, qu'il soit d'ordre culturel, d'ordre des mentalités, d'ordre économique, dans un contexte chronologique. Un genre qui a été abandonné, qui est très important, c'est la biographie, parce que c'est la possibilité d'un public plus ample d'accéder à l'histoire. Cette biographie a été abandonnée dans les mains des gens qui font Exactement. C'est d'ailleurs le chapitre d'introduction de mon prochain livre. Ah oui? Exactement ça, où je dis que pendant des années, la biographie a été abandonnée à ceux que j'appelle des historiens de pacotille, des historiens qui ont un nom. En général, des hommes politiques, par exemple, qui n'ont d'historien que le nom. Ce sont des divulgateurs, ce sont Oui, soit parce qu'ils vendent... Oui, il faut bien reconnaître les choses maintenant. La plupart... Les livres qui se vendent, ce sont les livres dont les noms sont connus, les auteurs sont connus. Alors, je ne vais pas aller chercher Monica Lewinsky, mais là, c'est un... Voilà un exemple. L'histoire de Moyen-Âge, racontée par Monica Lewinsky. Alors, il suffit d'avoir un nom pour quoi que ce soit, et vous vendez le livre, même s'il n'y a rien dedans. Alors, un homme politique, même s'il ne connaît rien à l'histoire, il y en a quelques-uns qui sont de bons. Bérou, par exemple, est un historien. Bon, ça, je n'ai rien à dire contre lui. C'est un historien, il a la formation d'historien, il peut écrire un très bon livre d'histoire. Le candidat du centre, n'est-ce pas? Il peut, oui. Mais il y en a quantité d'autres qui ne sont pas du tout des historiens. Il serait bien que des qui ont des noms, et qui vendent des livres d'histoire, et le public achète parce qu'il connaît le nom. Il serait bien que les politiques de maintenant soient plus historiens. Oui, mais c'est difficile. On ne peut pas faire à la fois de la politique et de l'histoire. Ah, pourquoi? Mais parce que l'histoire prend beaucoup de temps et la politique aussi. Non, pour faire, vous voyez, bon, moi j'écris beaucoup parce que je ne fais que ça. Je fais très peu de conférences maintenant. Je n'ai jamais eu de cours à préparer puisque j'étais chercheur à temps plein. Je déteste les réunions. Je ne fais pas de réunionites, etc. Je ne fais pas de réunions mondaines, de petits fours, etc. Donc je ne fais que travailler parce que j'aime ça. Alors évidemment... Vous fouillez dans le passé, Oui, ma vie, c'est de scruter les sources historiques pour y découvrir des éléments nouveaux, des interprétations nouvelles, des façons de voir comment vivaient ces gens à l'époque, non pas tellement comment ils mangeaient, mais quelles idées étaient les leurs, en quoi est-ce qu'ils ont modifié leur temps, en quoi est-ce qu'ils sont les reflets de leur temps, voyez. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous aviez déjà une fascination pour le Moyen-Âge, le passé? Quelles ont été vos lectures? Qui vous a peut-être... L'enfance est importante. Oui, bien sûr. Oui, évidemment, je pourrais citer Ivanhoe, bien sûr, tout le monde a commencé par ça. Ivanhoe et Walter Scott. C'est ça. Voilà. J'ai ses œuvres complètes en édition ancienne. C'est peut-être de là que vient votre passion pour la chevalerie, le chevalier. Peut-être, oui, Walter Scott, Cervantes aussi. Ah oui, Don Quichotte m'a beaucoup marqué. Et puis, à tel point qu'on m'appelle quelquefois un peu Don Quichotte. Il paraît que j'ai un petit peu quelque chose de Don Quichotte, en ce sens que, bon, je ne vais pas parler de moi, c'est pas le but du rôle, mais je suis un petit peu naïf. J'ai tendance à combattre les moulins à vent aussi, quelquefois, oui, évidemment. Et quels sont vos moulins de vent?
Mes moulins à vent, c'est le faux semblant, tout ce qui est artificiel, tout ce qui est paillettes, tout ce qui est frelaté, tout ce qui est politique de mauvaise foi. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de moulins. Il y a beaucoup. Vous avez écrit des biographies passionnantes. Il y en a beaucoup en espagnol, Ricardo Corazón de León, Pedro el Ermitaño, mais surtout pour moi, j'ai beaucoup aimé, c'est Aliénor d'Aquitaine. D'abord, vous êtes amoureux aussi d'Aliénor. C'est mon amour platonique. J'ai ma femme, j'adore ma femme, je suis marié, je suis loyal à ma femme, mais Aliénor d'Aquitaine, c'est vraiment la femme. On va montrer ici d'abord cette image. Si le caméra peut peut-être rentrer un petit peu, montrer. Ce n'est pas Aliénor, hein. Montrez-moi cette image. Qu'est-ce que c'est cette image? Que montre cette image? Ouais, ça montre un chevalier, une dame, qui porte probablement un épervier, disons un oiseau de proie sur la main. Ça illustre bien l'époque du temps, l'époque d'Aliénor, c'est-à-dire l'époque de la chevalerie, l'époque des chasses, l'époque des tournois, tout ce qui fait l'arrière-plan de ce à quoi on pense lorsqu'on pense Moyen-Âge, les tournois, les belles dames, les grandes manches, les romans de chrétiens de Troyes, l'amour courtois, etc. Bon, mais ça c'est vrai, malheureusement. Enfin, malheureusement. C'est beaucoup plus vrai, à mon avis, qu'une bataille de l'époque. Parce que ça a marqué toute une mentalité pendant des siècles. L'amour courtois qui naît à l'époque, enfin, l'amour courtois, disons, le discours courtois sur l'amour, parce qu'il n'y a pas l'amour courtois tel qu'on l'imagine, avec le... Ça n'a pas existé? Non, dans la réalité, je ne pense pas. C'était plutôt une doctrine? Même pas une doctrine, c'est un discours. Un discours, d'accord. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'on croyait qu'il y avait toute une sorte de cérémonial de l'amour, selon lequel il fallait faire la cour à la dame, rester platonique pendant un certain temps, vous voyez, l'enseignement lent, etc. Bon, je crois que ça, c'est un discours sur l'amour, c'est-à-dire qu'on se pose des questions à propos de l'amour. Est-ce qu'on peut faire l'amour comme une bête? Est-ce qu'on peut faire l'amour avec une paysanne? Comment faut-il s'y prendre lorsqu'on veut séduire une dame cultivée, etc. Question qui ne se posait pas jusqu'alors. Mais les troubadours ont existé, n'est-ce pas? Bien sûr, ils ont existé, mais je ne pense pas qu'ils aient pratiqué l'amour courtois. Ils le chantaient. Ils le chantaient. Le chantaient. Une chose c'est le chant et autre chose c'est la vie. Oui. Maintenant, je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas eu d'histoire d'amour entre troubadours et belles dames. C'est le contraire qui aurait été étonnant. Mais disons qu'il n'y avait pas une doctrine d'amour courtois suffisamment établie pour que tout le monde se plie à ces rituels. Est-ce que vous êtes d'accord d'une affirmation que j'ai lue, je ne sais pas où, que l'amour courtois c'est une hérésie à l'intérieur du christianisme? Oui, bien sûr, en partie parce que c'est difficile d'expliquer ça en peu de mots. L'Église de cette époque-là a pour habitude de régenter la société. Elle régente la société par le mariage. Donc il y a le mariage dans lequel l'amour joue un rôle minime d'ailleurs. On n'épouse pas, c'est pas un homme qui épouse une femme, c'est une maison qui épouse une autre maison. C'est un contrat, n'est-ce pas? Par intérêt, par contrat. Ce sont des alliances de maison, comme ça se fait encore d'ailleurs dans l'aristocratie. Maintenant, évidemment, ça a moins d'importance parce que le rôle politique est minime. Mais entre grands bourgeois ou entre grandes familles régnantes, c'était des alliances. Dans la noblesse de l'époque, c'était des alliances aussi comme ça. Par intérêt. On marie deux domaines, au fond. L'amour, là-dedans, joue un rôle minime. Et il y a des concubines pour ça. Il y a des concubines, des maîtresses pour les hommes. Pour les hommes. Pour les femmes. Pas pour les femmes. Pauvres femmes. Pauvres femmes, je ne suis pas sûr qu'elles ne trouvevaient pas non plus à domicile. Aussi, hein. Il y avait une promiscuité terrible dans les châteaux. Donc je ne suis pas sûr que disons que les aventures masculines étaient seules. Alors le Moyen-Âge, c'était peut-être une schizophrénie entre un discours, une morale chrétienne et la réalité. Est-ce qu'il y avait un abîme, une schizophrénie? Comment ça s'est passé ça? Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. L'Église régente le mariage, mais elle se préoccupe assez peu de l'amour. Or, l'amour fait irruption au XIIe siècle. Denis Rougemont a dit l'amour n'a pas toujours existé, c'est une invention française du XIIe siècle. L'invention de l'amour, c'est le livre de...
de Rougemont. L'amour à l'Occident. L'amour en Occident. Oui. L'amour au Occident, C'est oui. une invention française Hein. du XIIe siècle. Je ne sais pas si c'est français, mais disons du Royaume de France, oui, en tout cas. On ne se posait pas le problème jusqu'alors. Oui. Ou plus exactement, on se le posait peut-être, mais on n'en débattait pas. Oui. Tandis que là, il y a toute une problématique de l'amour qui se pose, Oui. qui alimente des poèmes, Oui. qui alimente des Oui. écrits, des romans, et tout ça, c'est une fermentation intellectuelle autour du thème de l'amour. Oui. On ne peut plus maintenant ignorer. Oui. Le XIIe siècle est vraiment le siècle qui brasse des questions existentielles d'une Oui. très grande importance, à savoir qu'est-ce que c'est que l'amour, qui peut-on aimer, comment peut-on aimer, comment faut-il s'y prendre, est-ce Oui. que l'amour dans le mariage... C'est une révolution alors. Absolument. Une révolution privée, non? Mais question énorme, est-ce Oui. que l'amour et le mariage sont compatibles? Ah, d'accord. Vous vous rendez compte que... Et Oui. c'est justement à Aliénor d'Aquitaine qu'on demande, fictivement, de Oui. trancher le débat. Et, Alors- et la comtesse de Champagne, sa fille, répond que non, c'est incompatible. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le mariage tel qu'il était conçu à l'époque Oui. étant l'alliance de deux domaines ou de deux familles, Oui. ben, ce mariage est conclu indépendamment de l'amour. Et il se peut que l'amour naisse, mais il y a très peu de chance. Aliénor d'Aquitaine. D'autant plus qu'il y a contrainte, n'est-ce pas? Ah oui. Il y a contrainte. Oui. C'est le droit conjugal. Alors, Oui. est-ce qu'on peut obliger Oui. quelqu'un à aimer? Vous voyez C'est le un- problème c'est un- qui se pose. c'est Et il un se gros- pose encore à notre époque, d'ailleurs. C'est un gros problème. Aliénor d'Aquitaine a été reine de France, reine d'Angleterre. Il a eu beaucoup d'enfants. Elle a été prisonnière, elle a été à la prison beaucoup de temps. On dit qu'elle a été c'est-à-dire non l'origine, mais un point central de l'amour courtois. Oui, absolument. Qui a été vraiment Aliénor d'Aquitaine? Il y a une légende. On a d'abord beaucoup parlé d'elle avec mépris. Il y a des moines qui parlent avec Bien mépris. sûr, les moines, mais, oui. mais qui était vraiment, selon vous, que vous avez investigué au fond, Aliénor d'Aquitaine? Mais C'est la dame dont je suis amoureux. précisément, moi aussi, je suis amoureux. Vous êtes amoureux aussi? Ben, absolument, absolument. Mais, Oh. mais justement, elle garde son mystère. Si je pouvais vous dire, voilà, Aliénor d'Aquitaine, c'est tel ou tel personnage, Le elle est mystère, comme c'est ça. fini. C'est fini l'amour. C'est fini. Là, il n'y a plus rien à découvrir. Oui. Mais elle est extrêmement mystérieuse parce qu'elle est multiforme. On ne peut pas savoir, au fond, comment sait-on ce qu'elle pense? Parce qu'en disent les moines. Les moines, évidemment, sont scandalisés par son attitude, puisqu'elle a probablement trompé son mari, le roi de France, à Antioche, avec son oncle, c'est possible, enfin c'est probable. Aussitôt rentrée en France, elle prend l'initiative du divorce. Aussitôt, peu de temps après son divorce, elle chevauche, elle manque de se faire enlever par deux godelureaux qui sont de 10 ans plus jeunes qu'elle. Et aussitôt arrivée dans son domaine de Poitiers, elle prend l'initiative de demander en mariage, en quelque sorte, le fils du roi d'Angleterre. Non, c'est une femme qui est en avance sur son temps, C'est que j'allais vous dire, quantité de domaines. Aujourd'hui, s'il y a un discours politiquement très correct, c'est le discours de la parité, non? Femme-homme. Oui. Mais elle, au Moyen-Âge, a vécu la parité, c'est-à-dire... Non, je ne dirais pas la parité, parce que c'est un personnage d'exception. Ah, d'accord. Et on peut parler de parité lorsqu'il y a un phénomène de masse d'hommes et de femmes qui se considèrent comme égaux. Elle se considère comme une personne féminine, certes très féminine même, mais comme une personne. Ça. Alors, disons, sa sexualité, sa féminité passe au second plan dans ce sens qu'elle agit en personne, comme si elle était homme au fond. C'est une femme qui agit en homme. Pourquoi elle a été très importante dans l'histoire de France? Quel est le rôle fondamental de Aliénor d'Aquitaine? Moi, je crois que c'est celui-ci. Si elle a changé quelque chose, c'est avant tout, je crois, dans la mentalité des gens. Elle a obligé les gens de son temps à considérer qu'une femme pouvait très bien avoir un rôle politique important, diriger des hommes, nommer des personnages. Je ne dirais pas faire la guerre. Bon, on en a fait une Amazone, c'est absurde. Mais disons, avoir un rôle politique important. Elle est allée à la croisade même? Oui, bien sûr, elle a accompagné son mari à la croisade. C'est incroyable, ce voyage, ça va être... Oh oui, mais enfin, il y en a d'autres. Hein. Il y avait pas mal de femmes dans les croisades. Oui. Elle voyageait beaucoup, elle allait en Angleterre, elle retournait... Oui, elle a voyagé énormément. Et ça, c'est justement un des points importants. Elle seconde, elle supplée au fond un peu son mari
Lorsque son mari est en Angleterre, elle est en Normandie. Lorsqu'il est en Normandie, alors on peut dire c'est parce qu'ils ne s'entendent pas déjà, ce qui est possible, mais c'est surtout parce que il y a un rapport de confiance politique, au moins sinon de confiance personnelle. On sait qu'on peut compter sur elle, elle tiendra le coup. Hein. C'est une femme à poigne. Une femme forte. Une femme forte, oui, une femme forte, intelligente. C'est une femme d'exception, vraiment une femme d'exception. Alors, elle a organisé une sorte de, comment dire, de coup d'État à son second mari avec ses fils. Oui. À raconter un peu l'histoire, parce que qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une mère avec ses fils contre le père. Oui, mais ça, c'est justement ça qui a scandalisé les moines de son temps. Parce que des révoltes de fils contre les pères, il y en a eu des tas. Oui. Déjà dans la Bible, Absalom, dans la Bible. Absalom, ça, c'est pas le premier, c'est fréquent. Tandis qu'une femme qui prend position pour ses enfants contre son mari, c'était assez nouveau. Alors on peut évidemment dire pourquoi est-ce qu'elle l'a fait, peut-être parce qu'elle se sentait trompée, elle a quand même 10 ans de plus que son mari, elle est belle, mais enfin, bon, le poids des ans quand même. Et je crois qu'elle veut certainement qu'elle a dû être humiliée par le fait que son mari ait pris des maîtresses, et en particulier la fameuse Rosemonde Clifford, qu'il installe dans son palais. Bon, certainement, elle a été humiliée. Mais je ne crois pas que ce soit ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est qu'elle se heurte à un homme qui est dictatorial, qui veut prendre tout le pouvoir entre ses mains, qui a été malade en 1071, qui a distribué le pouvoir entre ses fils et qui ne tient pas parole, qui aussitôt qu'il est rétabli reprend tout le pouvoir entre ses mains et ne laisse à ses fils que des miettes, même pas des miettes de pouvoir, on pourrait presque dire de l'argent de poche. Quoi, hein. Donc il les traite de très haut et ça ne peut pas supporter. Et en particulier, elle veut absolument transmettre à Richard Cœur de Lion, son fils, l'Aquitaine, son Aquitaine, parce que jamais l'Aquitaine n'a fait partie ni du royaume de France, ni du royaume d'Angleterre. C'est son domaine, c'est à elle. On va montrer ici le sceau de l'Aliénor. Vous pouvez raconter peut-être l'histoire de ce sceau d'Aliénor. C'est assez difficile parce que on possède très peu de sceaux d'Aliénor d'Aquitaine. Il y en a 2 ou 3 seulement. Les plus importants sont ceux qui la montrent en duchesse, donc avec cet oiseau de chasse sur la main. Et l'une des deux, celle de gauche, je crois, ou celle de droite, je vois mal, celle de droite, a de très longues manches qui illustrent bien la mode du temps, la mode courtoise, justement, où, vous savez, les belles dames donnaient leurs manches aux chevaliers qui allaient combattre dans les tournois pour eux. Bon, ben c'est assez bien une illustration du temps, à la fois, je dirais pas une Diane chasseresse, mais une femme politique, une femme de pouvoir, et en même temps une femme de culture, une femme qui impose. On n'a pas un portrait d'Aliénor, non? On a son gisant, le gisant à Fontevraud, c'est-à-dire son tombeau. Peut-être qu'elle l'a fait faire elle-même. Je serais assez enclin à croire qu'elle l'a fait faire. Mais ce n'est pas sûr, alors vraiment, c'est une hypothèse. Hein. C'est ça? C'est le gisant, voilà. Alors on a toujours glosé beaucoup sur qu'est-ce qu'elle tient dans les mains, est-ce que c'est un roman courtois, est-ce que c'est un livre de poèmes d'un troubadour amoureux d'elle, hein. Ou est-ce que c'est une Bible, un livre d'heures, on n'en sait rien. En tout cas, je trouve que ça exprime bien le fait que c'est une femme de culture. Le livre, c'est la marque de la culture. Vous connaissez très bien, ou mieux que beaucoup d'amoureux d'Aliénor, entre eux moi-même, Aliénor, vous l'avez investigué. Si vous fermez les yeux, vous n'êtes pas historien maintenant, un peu romancier, un peu fiction, comment vous l'imaginez, physiquement? Vous l'inventez un peu. Multiforme. Multiforme? Oui, je la vois parfois aux cheveux noirs, parfois aux cheveux blonds. La mode à l'époque, c'est les cheveux blonds. Hein. Le type de beauté... Isolde aux cheveux blonds. Ah oui, le type de beauté au XIIe siècle, c'est blond aux yeux bleus. Oui. Personnellement, je la vois plutôt brune, mais enfin, bon. Mais ça, c'est sans importance. Richard Cœur de Lion, voilà la biographie. C'est le fils de Léonard d'Aquitaine. C'est le roi chevalier. Valeureux héros de notre enfance, bercé par les exploits d'Ivanhoe et de Robin de Bois, Richard Cœur de Lion reste à jamais ce roi d'Angleterre mythique qui préféra livrer bataille aux infidèles plutôt que d'administrer son immense empire angevin.
Valoroso caballero o héroe de nuestra infancia, acunada por Ivanhoe y el Robin de los Bosques, Ricardo Corazón de León va a ser recordado como ese rey de Inglaterra mítico que va a preferir pelear en las batallas a los infieles antes que administrar su inmenso imperio. Alors, parlons un peu de Richard Cœur de Lion. Qu'est-ce vous avez appris de ce personnage après le Je ne suis pas le premier biographe de Richard Cœur de Lion. Il y en a un très bon en anglais, John Gilgham. Mais ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est pas seulement raconter l'histoire de Richard, où là il n'y a pas grand-chose de nouveau à apporter, il n'y a pas d'éléments très nouveaux. En revanche, ce que j'ai voulu faire dans la deuxième partie de ce livre surtout, c'est de montrer à quel point, comme je l'avais fait d'ailleurs aussi bien pour Aliénor que pour Richard, sont à la fois des reflets de leur temps et en même temps font avancer leur temps. En quelque sorte, vous voyez, ce que je reproche à l'histoire des annales, à l'école des annales, c'est d'avoir... C'est Brodel, ça, non? Oui, je m'en réclame d'ailleurs, j'en fais partie. C'est un grand historien, Brodel, la Méditerranée et tout ça, non? Il a eu raison de mettre l'accent sur ces phénomènes de longue durée, qui seuls expliquent l'évolution historique, bien sûr, au détriment de l'histoire ponctuelle, bataille, etc. Mais en faisant cela, on jette dans l'ombre le rôle des personnages, des individus. Autrefois, on faisait l'histoire à partir des personnages, l'histoire des rois. Les rois transforment la société, c'est eux qui tiennent tout entre leurs mains, les fils, etc. Bon, on sait maintenant qu'il y a des mouvements de masse, des mouvements de fond qui expliquent l'histoire. Mais ça n'exclut pas que dans ces mouvements de fond, des personnages jouent un rôle éminent. Je prends un exemple, celui de Bohémond de Tarente, dont je m'occupe en ce moment. C'est qui, pardon? Bohémond de Tarente, c'est celui qui a pris Antioche lors de la première croisade. Alors même que les armées sarrasines approchaient, ils étaient en train de faire le siège d'Antioche, et ils allaient être coincés entre les murailles d'Antioche et l'armée immense de Karbouka. Et Bohémond d'Antioche prend langue avec un habitant d'Antioche et se fait livrer la ville la veille de l'arrivée de l'armée. Bon, voilà un cas précis. Si Bohémond n'avait pas appris langue, s'il n'avait pas eu des intelligences à l'intérieur, l'armée des premiers croisés aurait été exterminée, il n'y aurait pas eu de première croisade, il n'y aurait pas eu de prise de Jérusalem, et peut-être qu'il n'y aurait jamais eu d'autres croisades. Alors vous voyez à quel point l'histoire aurait été bouleversée. Alors vous voyez, l'histoire, les mouvements de longue durée n'excluent pas que, dans certains cas, certains personnages ponctuels jouent des rôles fondamentaux, capitaux, pour transformer, pour modeler l'histoire. Et quel est le cas de Richard Cœur de Lion? Qu'est-ce qu'il a fait, donc, pourquoi l'importance de Richard Cœur de Lion par rapport à sa mère? Comme Aliénor d'Aquitaine, la même chose. Aliénor d'Aquitaine a transformé les mœurs par sa façon de vivre, par sa façon d'être, par sa façon d'accueillir les arts, plus ou moins. On a discuté de cela. Par sa sensibilité. Par sa sensibilité, par son aspect novateur. Et Richard Cœur de Lion a transformé aussi l'histoire parce que c'est un chevalier. Il adopte pleinement la mentalité chevaleresque. Il l'incarne en quelque sorte. Moins que son frère. C'est l'archétype de la chevalerie. Oui, disons c'est celui qui a le mieux réussi. Son frère, Geoffroy, était certainement meilleur que lui, ou son frère Henri, Henri le jeune roi, était certainement meilleur que lui comme incarnation du chevalier coureur de tournoi. D'ailleurs, Bertrand Le Borgne le dit bien. Meilleur pour les tournois, mais pour la guerre, Richard. Richard. Et Bertrand de Borgne chantait la guerre. Absolument, absolument. C'est un guerrier et un poète. C'est merveilleux, Bertrand de Borgne. Tout à fait, oui, tout à fait. Il chante la guerre comme l'a chanté Guillaume Apollinaire quand il dit « Ah, que la guerre est jolie ». Oui. Adieu, que la guerre est jolie. Mais disons qu'il le fait à la fois par goût et par intérêt, parce qu'il dit bien « Vienne le temps bientôt de la guerre, parce que les seigneurs vont se montrer généreux envers les chevaliers, parce qu'ils auront besoin d'eux ». Il y a donc un aspect d'intérêt. D'une part, c'est un chevalier, et comme tous les chevaliers, il aime la guerre parce que c'est sa raison d'être. C'est pour ça qu'ils font les tournois. Le tournoi a été créé en l'absence de guerre. Quelle était la vision de la guerre des chevaliers occidentaux? Je suis en train de lire, par exemple, la vision de la guerre en Chine, avec le philosophe François Julien, les stratégies des Chinois, etc. Quelle était la vision profonde de la guerre, la conception de la guerre? Ça dépend à quelles époques. Au XIIe siècle, la guerre, c'est un affrontement de spécialistes. Disons, il y a deux guerres. Il y a la guerre véritable qui met en scène des chevaliers qui se battent entre eux. La piétaille est là pour
pour la figuration, pour préparer la charge chevaleresque à coups d'archer, à coups d'arc, pour lancer des traits divers. L'infanterie, disons, joue un rôle secondaire, mais pourtant capital dans les faits. Mais au niveau de l'idéologie, et c'est ça qui m'importe dans tous mes livres, ce qui m'intéresse, c'est l'idéologie, l'histoire des idées, la manière dont les gens ont perçu la chose. Et pour les gens de l'époque, la vraie guerre, c'est la charge de chevalerie, c'est la manière dont on combat d'une manière courtoise, en respectant certaines règles, on ne frappe pas un chevalier par derrière, on n'essaye pas de le tuer, on essaye de le prendre, de le capturer pour en avoir rançon, etc. Il y a tout un code, vous voyez, tout un code chevaleresque, de même qu'il y avait un code d'amour courtois dont on débattait mais qui n'a jamais été pleinement respecté. De même, le code chevaleresque s'impose petit à petit mais n'a jamais été totalement respecté. Mais tout de même, les chevaliers commencent à se rendre compte qu'ils sont mieux armés que les autres, donc il ne reste pas grand-chose. Ils ont des cottes de mailles, ils ont des aumes, ils ont des armures de plus en plus lourdes, ils ont une technique de combat particulière, la lance sous le bras, etc. Donc, tant qu'ils sont à cheval, ils ne risquent pas grand-chose. Et une fois qu'ils sont à terre, le but, c'est éviter de tomber entre les mains des fantassins, parce que le fantassin va vous tuer, il n'a rien à gagner. Tandis que le chevalier qui va vous prendre, il va vous extorquer en quelque sorte en rançon, il va prendre votre cheval, il va prendre... Donc c'est un jeu. Alors, et c'est pour ça que le tournoi, au fond, est succédané de guerre. C'est une espèce de jeu qui représente symboliquement la guerre, qui métaphorise la guerre. C'est une guerre. C'est une guerre. Le tournoi, c'est une guerre. C'est une guerre au début. C'est une guerre codifiée. C'est-à-dire qu'on se rencontre, on se rencontre et on peut se tuer, mais c'est occasionnel. On ne cherche pas à se tuer. On cherche à l'emporter. C'est-à-dire à battre l'ennemi, le désarçonner, l'isoler, le faire prisonnier, prendre son cheval, etc. Mais on ne tue que si vraiment on ne peut pas faire autrement et par accident. Et à chaque fois que dans un tournoi, même dès le début, où ce sont des véritables mêlées, comme des guerres, bien, on déplore la mort. Alors petit à petit, cette codification de guerre qui a lieu dans les tournois va se transférer dans la guerre, si bien qu'il y aura, c'est ce qui mènera à ce qu'on appellera la guerre en dentelle, la guerre chevaleresque, dans laquelle on dit à quel moment on va ralliez-vous à mon panache blanc, etc. C'est tout un ensemble de visions de la guerre qui font d'un code d'honneur dont la France était le champion. Alors, pendant longtemps. Je sens qu'il y a une nouvelle passion pour la chevalerie à ce moment-là. Par exemple, j'ai un petit enfant de 5 ans et je lui raconte des histoires de chevaliers. Il devient complètement fou. Il s'aime beaucoup en général. Il me demande d'acheter des livres de chevaliers, chevalerie, le Moyen-Âge. Donc, il y a instinctivement dans les enfants de maintenant le besoin, la nostalgie de cette figure. Vous avez écrit ce beau livre, Caballeros y Caballerías en la Edad Media, Chevaliers et chevalerie dans le Moyen-Âge. La question c'est, quelle est la vraie origine de la chevalerie? C'est quoi? C'est le monde chrétien, ce sont les envahisseurs qui étaient au Moyen-Âge, c'est le composant germanique. C'est quoi le chevalier? Ça vient d'où? C'est une fusion. Alors là on entre dans des débats qui sont un petit peu, disons, de spécialistes. Où là, je défends un point de vue, tout le monde ne le partage pas. Un excellent confrère qui s'appelle Dominique Barthélémy ne partage pas, qui est un très bon historien aussi, bien que je ne partage pas ses idées, qu'il soit parfois un peu excessif, mais il ne partage pas mes points de vue. Mon idée, c'est qu'on ne peut pas parler de chevalerie avant que soient en place les différentes composantes de la notion de chevalerie. De même qu'on ne peut pas parler de croisade avant qu'il y ait réuni tout un ensemble de faits qui font que, en particulier Jérusalem, la délivrance de Jérusalem, avant c'est peut-être des guerres saintes, des guerres sacralisées, mais ce ne sont pas des croisades. De même, on ne peut pas parler de chevalerie au 7e siècle, au 8e siècle, bien qu'il y ait des combattants à cheval. La chevalerie commence quand? Alors la chevalerie, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On parle de chevalerie lorsque la mentalité chevaleresque est présente, c'est-à-dire lorsque se sont imposés dans la société du temps, dans les mentalités du temps, l'idée qu'un chevalier, ce n'est pas un guerrier comme les autres. Un chevalier, on entre dans la chevalerie.
il y a un rite d'entrée. Ouais. On respecte certaines façons de se comporter. Il y a un langage. Il y a un langage, il y a Ouais. un code, Ouais. il y a un code d'armoirie. Une esthétique. Il y a une esthétique. Une éthique et une esthétique. Voilà, c'est tout C'est un ça. ensemble de valeurs. Uh-huh. Le mot est, Ouais. est peut-être un peu Ouais. politiquement désuet maintenant, Ouais. mais tout un ensemble de valeurs, respectées ou non, Ouais. enfin, qui sont quand même essentielles, à savoir que on combat d'une manière différente des autres, avec la lance d'abord, avec l'épée ensuite. On ne cherche pas à tuer, mais à vaincre. On cherche à capturer. On respecte certains codes. Il faut en même temps appartenir à un certain niveau culturel. Mais- Et petit à petit, évidemment, cette chevalerie se transforme, ou plus exactement se réserve à la noblesse. Si bien que beaucoup d'historiens ont confondu chevalerie et noblesse, Oui. et certains ont même dit qu'on entre dans la Oui. noblesse par la chevalerie. Moi, je ne crois pas. Mais- On entre dans la chevalerie, et de plus en plus, cette chevalerie est réservée aux nobles. Comment se fait que, si dans le discours chrétien du Moyen-Âge, le discours chrétien en essence est un discours pacifique de la paix, d'où vient la valorisation de la force? C'est ça, germanique, que ça vient peut-être de... D'où vient cette valorisation? ça, je vous renvoie à la guerre sainte. La guerre sainte, voilà. Qui est précisément, On va le lire. qui est précisément le sujet que j'ai traité là et qui me préoccupe depuis que j'ai 20 ans, on peut dire, hein, à savoir comment une religion chrétienne pacifiste à l'origine. Oui. Jésus était non seulement pacifique, mais Oui. pacifiste. Mais Il oui. rejette tout usage La de miséricorde, la violence. Il rejette ceux qui veulent le défendre, il accepte de se laisser crucifier, Oui. il prie pour ceux qui le crucifient, Oui, oui. etc. Donc il y a tout un ensemble de valeurs chrétiennes qui sont résolument anti-guerre. Oui. Alors, la question que je me posais, qui m'a tarabusté, si on peut dire, pendant toute ma carrière, que j'ai en partie résolue, comment est-on passé de cette notion de rejet total de la violence à l'acceptation d'une guerre, au point qu'elle devienne sainte dans la croisade, au point de donner des privilèges spirituels? Alors c'est une longue évolution de plus d'un millénaire, dont j'ai essayé de tracer les différentes étapes. La première étape, c'est évidemment celle de Constantin. Tant que les chrétiens étaient pas minoritaires, parce qu'ils étaient quand même dans l'empire chrétien, dans l'empire romain païen, ils étaient quand même très nombreux, voire majoritaires vers la fin. Ah, oui. Voire majoritaires, en tout cas en Orient, ils étaient majoritaires. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs les empereurs à tourner kazakh et à adopter le christianisme. Oui. Mais enfin, ils étaient persécutés épisodiquement et ils n'attendaient qu'une chose, c'est non pas le royaume, non pas l'empire romain chrétien, mais le royaume de Dieu. Vous voyez, on revient à l'eschatologie de tout à l'heure. Lorsque l'empire romain devient chrétien avec Constantin en 313, donc pour simplifier, à ce moment-là, l'Église devient un soutien de l'État. Et il n'est plus question maintenant de condamner l'État. On ne l'a jamais condamné. Saint Paul dit bien il faut respecter, obéir à l'État, ne serait-ce que par motif de conscience, etc. Non. Le magistrat porte l'épée, il faut se soumettre à l'État, etc. Donc il n'y a pas rejet de l'État, mais il y avait rejet de la violence. Et dès 314, donc un an après le virage dont je viens de parler, il y a un concile en Gaule qui s'appelle le concile d'Arles, dans lequel on dit qu'on excommunie ceux qui jettent leurs armes en temps de paix. Autrement dit, jusqu'à maintenant, les chrétiens étaient considérés comme plus ou moins objecteurs de conscience, pour simplifier, mais maintenant qu'ils sont majoritaires, et tout le monde veut se faire chrétien, bien entendu, parce qu'à partir du moment, pas tout le monde, mais disons, pendant 3 siècles, pour être chrétien, il fallait le vouloir, il fallait en avoir envie, il fallait y croire. Une vraie foi. Il fallait une vraie foi, parce qu'on risquait beaucoup. On risquait de perdre sa vie, on risquait de perdre ses biens, on risquait de perdre sa fonction, etc. À partir du moment où Constantin favorise les chrétiens, rend à l'Église, favorise l'Église, disons, donne des charges aux évêques, alors il devient intéressant d'être chrétien. Si bien qu'on assiste à une ruée en masse dans les églises. Ce qui conduit d'ailleurs au monachisme. Parce que les purs et durs qui voient qu'on maintenant on devient chrétien à bon compte, disons, et que les valeurs chrétiennes d'autrefois, peut-être très rigides, trop rigides, peut-être, j'en sais rien, sont bafouées. Alors maintenant, évidemment, ils sont un petit peu déçus et ils se retirent au désert. Et dans le même ordre des choses, on impose aux clercs et aux moines de rejeter la violence et les armes,
alors qu'on le permet à tous les autres. Parce qu'il faut bien défendre l'Empire. Le paradoxe du pouvoir. Alors il faut bien défendre. Donc dans un premier temps, on parle seulement de guerre justifiée, guerre juste, disons, Saint-Augustin. Oui. Et puis petit à petit, comme les... Mais le christianisme opère avec ça. Se rallier au pouvoir fait perdre au christianisme son essence primitive. D'abord, oui, mais il y a plus encore. Là, on en est encore à la guerre justifiée. On vous attaque, vous vous défendez. Bon. Mais après, c'est la guerre... Mais après, c'est la guerre sanctifiée, parce qu'il faut défendre les propriétés ecclésiastiques. Mais c'est une espèce de jihad, mais chrétienne. Exactement. Exactement. C'est d'ailleurs l'expression que j'emploie dans un des livres, je crois que c'est l'autre. Celui-là, c'est guerre sainte, jihad et croisade. Exactement. Ils sont symétriques, hein, croisade et jihad, oui, plus ou moins symétriques. Sauf que, il y a des différences. D'une part, le djihad est originel à l'islam. Dès les premiers temps de l'islam, le prophète prêche la guerre, il participe à la guerre. Pas toujours d'une manière très symptomatique, mais enfin, il prêche la guerre, il accepte la guerre, il accepte la violence armée, alors que Jésus le rejette. Donc, dans les fondateurs, il y a opposition totale, et le djihad existe dès l'origine dans l'islam, alors que la guerre sainte, disons, c'est-à-dire la guerre qui procure le paradis, comme le prophète le préconisait dès les premiers temps, comme le prophète de l'islam, disons, le prophète préconisait dès les premiers temps, il faut attendre le milieu du 9e siècle. Je dis bien, milieu du 9e siècle, pour que la première encyclique, disons, lettre pontificale, dise que celui qui meurt au combat pour défendre l'Église de Rome et la chrétienté méritera d'entrer au paradis. Et encore, c'est une promesse tout à fait isolée. Il faut attendre encore 2 siècles presque pour que la guerre sainte se généralise au point de devenir sacralisée, au point de donner des récompenses spirituelles comme la croisade. Monsieur Flory, nous avons 5 minutes. Ça a été très passionnant cette émission. On pouvait continuer à parler du Moyen-Âge, mais on a laissé un personnage pour la fin du programme qui est très intéressant. C'est Pedro el Ermitaño, Pierre l'Ermite. Vous avez écrit Pedro el Ermitaño y el origen de las cruzadas. Pourquoi vous avez choisi ce personnage qui avait été complètement oublié? Oublié, oui. Dieu le veut? Comment on criait Oui, c'est le cri des croisés. Dieu le veut. Dieu le veut qu'on parle de Pierre l'Ermite à la fin du programme. Pourquoi Pierre l'Ermite est si important pour le mettre comme... Pour 2 raisons. D'abord parce que j'aime bien les personnages oubliés. Or, Pierre l'Ermite a été oublié pendant... Il tenait la corde, si on peut dire. Il tenait la vedette au XIXe siècle. Parce qu'on voyait en lui celui qui a prêché la croisade et qui a informé le pape qu'il fallait la prêcher à son tour. Et puis, ça c'est Albert d'Aix qui dit ça. Et comme depuis lors, depuis Hagenmeier en particulier, depuis le début du XXe siècle, on a considéré que Albert d'Aix n'est jamais allé à la croisade, il n'est pas participant, donc il sait moins bien que les autres. Ah oui, mais il sait moins bien, donc on a privilégié les autres sources, c'est-à-dire les sources issues de gens qui sont allés à la croisade. Et en particulier les gestats de l'anonyme dont je parlais tout à l'heure, qui sont un récit de propagande, hein, je rappelle. D'accord. Alors, on revalorise maintenant, il y a pas mal d'historiens qui revalorisent Albert d'Aix. Il n'est pas allé à la croisade, mais il voulait y aller, donc il s'y intéressait. Mais il a écouté les témoignages, direct. Il a écouté des quantités de témoignages. C'est un homme très curieux, il a interrogé quantité de croisés. Donc, en général, il a raison. Dans beaucoup de points, il a raison sur les autres. Parce qu'il ne fait pas de propagande. Comment était Pierre l'Ermite? Alors, Pierre l'Ermite, il veut se faire passer pour quelqu'un qui est allé en pèlerinage à Jérusalem, qui a reçu mission dans le sépulcre, il a eu une vision du Christ, qui lui a dit « Rentre chez toi, tu vois dans quel état sont les chrétiens ici, le Saint-Sépulcre dévasté, etc. Rentre chez toi, va prêcher des secours en Occident. » Alors, d'après cette tradition, il rentre, il croit à cette vision, il informe le pape Urbain II qui va prêcher la croisade à Clermont et qui va remuer ciel et terre pour que les chevaliers s'en aillent, et lui continue à prêcher. Il continue à prêcher en Normandie, dans le Nord, et c'est un fanatique, hein. C'est un visionnaire, vrai ou faux, ça je n'en sais rien, hein. Seul celui qui l'a peut le savoir, et encore, et encore. En tout cas, il joue le rôle
de quelqu'un qui a eu une vision et qui prêche sa croisade. Et il entraîne derrière lui, par des prédications fanatiques, c'était un homme charismatique qui entraîne des foules derrière lui. On en a des témoignages très précis de ça, d'ailleurs, de gens qui ne l'aiment pas, d'ailleurs, qui disent qu'on se battait pour arracher les poils de son manteau. C'est comme vers Léonard d'Aquitaine, il y avait des moines qui n'aimaient pas Léonard d'Aquitaine, il y en a d'autres qui n'aiment pas Pierre l'Ermite. Absolument. Mais Pierre l'Ermite, c'est un peu l'Église populaire, non? C'est le peuple. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Il prêche avec les mots du peuple et il entraîne le peuple parce que il touche la corde sensible du peuple, c'est-à-dire Jérusalem est entre les mains des infidèles, il faut le délivrer. Le pèlerinage, c'est la voie du salut. Parce que le pèlerinage, au XIe siècle, devient une véritable forme de sensibilité religieuse nouvelle. Jusqu'à maintenant, il fallait se faire moine pour avoir le salut, même à l'article de la mort. On voit des chevaliers qui prennent le froc alors qu'ils ont à peine quitté le haubert. Ou bien alors, il faut faire des donations considérables. Mais les gens du peuple ne sont ni chevaliers ni riches. Alors, le pèlerinage, au XIe siècle, c'est la véritable via salutis, c'est la voie du salut. Et cette voie, ils disent que maintenant, elle est fermée, les Turcs ont coupé la route, etc. Vrai ou faux, peu importe. C'est vrai en partie, faux en grande partie. Mais ils le croient. Et il prêche aussi la fin des temps. Il prêche que maintenant l'Antéchrist va bientôt, pas tellement lui directement, mais Emich de Leisigen ou de Flonheim, qui reprend sa prédication et qui entraîne derrière lui des foules fanatisées qui vont massacrer les Juifs d'ailleurs, parce qu'ils ne comprennent pas qu'on va combattre les ennemis de Dieu en Terre Sainte alors qu'il y a des ennemis de Dieu sur place. Vous voyez, une sorte de fanatisme religieux très inquiétant. Tout à fait proche du fanatisme musulman d'aujourd'hui. Quelle époque, quel Moyen-Âge, c'est passionnant vraiment. Monsieur Fleury, pour terminer, vous vouliez peut-être jouer avec moi, seulement jouer. Essayons. Est-ce que vous aurez voulu, si vous auriez eu la possibilité, de vivre au Moyen-Âge? Non, franchement pas. Franchement pas, je vais vous dire pourquoi. Encore qu'on peut discuter. Moi, je m'intéresse à la guerre et à l'idéologie guerrière depuis 40 ans. Mais je suis pacifiste. Non, je sais. Totalement pacifiste. Oui, je sais, je comprends. Donc je déteste la violence, j'ai horreur de la violence. D'accord. Et le Moyen-Âge, mais le Moyen-Âge, c'était seulement violence? Il y avait des ombres de lumière. Bien sûr, bien sûr. De même que notre époque est aussi très violente. Quand même, les massacres les plus importants de l'humanité ont eu lieu au XXe siècle. Donc la violence est partout et elle revient en force. Mais il y avait quand même des contrepoids et il y avait quand même une forme de culture, de civilitude, civilisation, je sais pas comment dire. Une forme, évidemment, très élitiste, aristocratique, qui est en train de disparaître. On peut peut-être dire malheureusement, parce que je ne suis pas sûr que la démocratisation de la culture élève la culture. Malheureusement. Et c'est en cela que vous, hommes de médias, vous avez un rôle considérable justement pour tirer vers le haut, vers la culture, au lieu de faire ce qui se fait malheureusement trop en France, c'est-à-dire de descendre la culture au niveau de la masse. Alors je vous rends grâce pour cette émission culturelle. Je vous rends grâce à vous, Monsieur Fleury, ça a été très passionnant. Je vous félicite d'inviter les nouvelles générations à se rencontrer avec cette belle histoire, ses origines, pour comprendre et pour vivre mieux le présent et le futur. Merci beaucoup. Merci à vous. Bienvenue au Chili.